Bonjour, je fais partie de l'Échappée, collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'Échappée est une association qui a été créée à Lille il y a 10 ans et qui a pour mission principale l'accompagnement global des victimes de viols et d'agressions sexuelles. Notre service d'écoute propose des accompagnements individuels. Nous menons également des ateliers collectifs, des groupes de parole et des actions de sensibilisation et de formation autour de questions liées aux violences de genre. L'Échappée est membre du Corévi depuis 2018. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de violences sexuelles ? Les violences sexuelles sont un phénomène massif qui touche entre une femme sur 3 et une femme sur 5 selon les études et un homme sur 25. 94 000 femmes majeures déclarent chaque année avoir été victimes de viol ou tentatives de viol. Près d'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles. D'un point de vue légal, la justice classe les violences sexuelles en plusieurs catégories, dont les crimes, en l'occurrence le crime de viol, qui est défini ainsi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. C'est l'article 222.23 du Code pénal. La loi est rédigée de manière à inclure dans la définition du viol les pénétrations génitales et anales, bien sûr, mais aussi les fellations forcées sur la personne de l'agresseur ou de la victime. Les pénétrations peuvent être perpétrées avec un sexe, mais aussi avec un ou des doigts, un objet, etc. On trouve ensuite les délits, dont l'agression sexuelle, qui a la même définition que le viol, mais sans la pénétration. Donc, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. C'est l'article 222.22 du Code pénal. Quand on parle d'attouchement ou de baiser forcé, on parle en réalité d'agression sexuelle. On trouve également parmi les violences sexuelles le délit d'atteinte sexuelle qui concerne les mineurs, mais aussi l'exposition forcée à la pornographie, l'exhibition, le harcèlement sexuel, etc. Ces définitions sont rarement connues telles quelles, mais elles nous sont utiles dans l'accompagnement pour aider à poser des mots sur les situations et à évaluer la nature des violences et leurs conséquences possibles. Si la loi hiérarchise les violences avec la distinction infraction, délit, crime, le vécu des violences et les impacts pour les personnes qui en sont victimes ne suivent pas la même gradation. Et il est important de prendre en compte sans minimiser ni relativiser la souffrance exprimée par les personnes. La deuxième approche des violences sexuelles, c'est que ces violences sont des violences de genre. D'une part parce qu'elles touchent majoritairement les femmes, ainsi que les personnes minorisées, infériorisées ou en situation de particulière vulnérabilité. La majorité des violences sont perpétrées sur des mineurs, et parmi les victimes de violences sexuelles, les personnes identifiées comme LGBTQI, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation administrative précaire, etc., sont surreprésentées. De l'autre côté, plus de 90% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Pour approfondir les enjeux statistiques autour des violences sexuelles, on peut se reporter à l'enquête Virage, violences et rapports de genre de l'INED. D'autre part, ces violences sont genrées parce qu'elles s'appuient sur le sexisme et les inégalités de genre et ce que l'on nomme plus précisément la culture du viol, qui participe à la banalisation et la minimisation des violences sexuelles, à la culpabilisation et à l'invisibilisation des victimes, à la déresponsabilisation et l'impunité des auteurs de violences. C'est ce qu'on retrouve dans l'avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, publié par le Haut Conseil à l'égalité en 2016. Cette culture du viol est à l'œuvre dans toutes les sphères de la vie, dans les idées reçues véhiculées sur les violences sexuelles, dans la publicité, les médias, l'humour, la culture, le cadre juridique et institutionnel, etc. Et elle participe au tabou qui entoure les violences sexuelles, à la difficulté à en parler et à entendre et prendre en charge les personnes qui en sont victimes. Elle alimente amplement le sentiment de culpabilité, très souvent ressenti par les victimes. En termes de repérage des situations de violence, il est donc important d'avoir à l'esprit à la fois que les violences sexuelles peuvent toucher tout le monde, quel que soit le sexe, l'âge, la catégorie sociale, le niveau de diplôme, la situation matrimoniale, etc. Il n'y a pas de personnes prédisposées à subir des violences sexuelles. Par contre, il y a des facteurs de vulnérabilité pour les victimes, à savoir par exemple la dépendance affective ou financière, dans le cas des enfants notamment, la subordination,
les violences sexuelles au travail, la situation vis-à-vis des autorités, on peut penser aux personnes travailleuses du sexe, en situation administrative précaire, etc. Le fait d'appartenir à une minorité discriminée, les personnes LGBTQI+, les personnes racisées par exemple. A l'inverse, il y a des facteurs qui favorisent l'impunité des auteurs de violences, comme par exemple les positions de pouvoir et d'autorité. Il est important également de savoir que la majorité des violences sexuelles sont le fait d'une personne de l'entourage, membres de la famille, proches, professionnels, et ont lieu dans des espaces familiers, domicile de l'auteur des violences ou de la victime, travail, etc. Près d'un tiers des violences sexuelles sur des personnes adultes ont lieu dans le cadre conjugal, ces violences étant rarement nommées et pouvant se manifester de multiples manières. L'imposition de positions particulières, de la fréquence des relations, d'une contraception ou d'une absence de contraception. Le troisième pan autour des violences sexuelles, c'est que ce sont des événements très souvent traumatisants, dont les conséquences peuvent avoir des impacts importants sur la santé psychique, physique, et qui affectent l'ensemble des sphères de vie. S'il est important, encore une fois, de ne pas plaquer des liens de causalité systématiques, on estime que dans plus de 80% des cas, une victime de viol va développer des troubles psychotraumatiques et 60% des cas pour une personne victime d'agression sexuelle. Ce traumatisme est lié à l'intensité du stress généré par l'événement qui va enclencher des mécanismes neurobiologiques permettant la survie, mais qui ont des implications sur le moment et à long terme. Sur le moment, le phénomène le plus impactant est la sidération psychique. Il s'agit d'une sorte de court-circuit du cerveau. Face à l'intensité du stress, le cerveau déconnecte la zone émotionnelle, l'hippocampe, du cortex, c'est-à-dire la partie du cerveau qui analyse et commande l'action. Cette sidération empêche de réagir, donc de courir, de se débattre, de dire non. La sidération impacte fortement le sentiment de culpabilité des victimes de viol qui ont souvent l'impression de n'avoir rien fait face à ce qui leur est arrivé. Cet état psychique entraîne aussi généralement un phénomène de dissociation qui crée une impression d'être hors de son corps ou extérieur à la situation. Cela altère les souvenirs de l'événement qui peuvent sembler flous, incomplets, être remémorés avec une impression d'étrangeté. Là encore, cela agit sur la crédibilité de la parole des victimes de violences lorsqu'elles en parlent. Après un choc traumatique, sur le moyen ou le long terme, les 3 symptômes les plus caractéristiques du stress post-traumatique sont les réviviscences, dont les flashbacks, cauchemars, souvenirs intrusifs, etc., l'évitement de toute situation se rapportant au traumatisme ou pouvant rappeler l'événement, et l'hyperactivité neurovégétative, soit un état d'hypervigilance qui peut être associé à de l'insomnie, une hypersensibilité, des troubles de la concentration ou de l'attention. Une conséquence majeure du stress post-traumatique est le recours volontaire ou involontaire à l'état de dissociation pour atténuer la souffrance psychique. La dissociation pouvant être recherchée notamment via des conduites à risque ou le recours à des produits psychoactifs externes, comme l'alcool, les drogues, les médicaments, etc. Pour plus de renseignements sur les mécanismes du psychotrauma, on peut se référer au site Mémoire traumatique et victimologie, par exemple, du docteur Muriel Salmona. Ces quelques éléments décrits, s'ils sont observés ou rapportés par les personnes concernées, peuvent amener à questionner d'éventuels vécus traumatiques. Cependant, la plupart du temps, ces symptômes principaux sont cachés par des troubles associés qui prennent le devant dans l'expression des ressentis ou dans les constats médicaux, comme par exemple des troubles de l'humeur, dont la dépression, ou des troubles anxieux, des troubles du comportement, dont des tentatives de suicide qui sont 10 fois plus fréquentes chez les personnes souffrant de symptômes post-traumatiques, des troubles de l'alimentation, de la personnalité, du sommeil, des troubles addictifs, de la sexualité, etc. Ils peuvent être aussi responsables de douleurs somatiques inexpliquées, de difficultés dans les sphères professionnelles, affectives, sociales, etc., sans que la personne ni les professionnels rencontrés ne fassent nécessairement le lien avec les violences vécues. D'où l'importance, pour le repérage des vécus de violence, de poser la question directement, pour ouvrir la porte à une prise en charge adaptée. La prise en compte des vécus de violences sexuelles dans le cadre de la lutte contre le VIH et les IST est importante pour plusieurs raisons. D'une part, car les viols et certaines agressions sexuelles sont des moments d'exposition ou de risque accru en termes de contamination au VIH et aux IST.
D'autre part, car les effets du trauma peuvent agir sur les conduites à risque, que ce soit dans le champ addicto ou de la sexualité. Enfin, car les entretiens dans le cadre d'actions de dépistage peuvent être une porte d'entrée privilégiée pour interroger le contexte de prise de risque et donc les violences sexuelles. Pour autant, cette question met en difficulté beaucoup de professionnels confrontés à la peur d'être maladroite ou intrusive, de faire du mal à la personne en venant questionner des vécus douloureux, ou encore mis en difficulté par le tabou qui entoure ces violences dans la société et un manque de connaissances ou de formation sur le sujet. Pour nous, il est important d'affirmer qu'on ne fait pas violence en posant la question des violences vécues. Au contraire, on ouvre une porte à la possibilité d'en parler, d'être écouté et accompagné quant aux conséquences des violences. Nous recommandons donc la systématisation de la question lors d'entretiens d'évaluation, que ce soit dans le cadre médical, social, éducatif, etc. Chacun et chacune peut trouver la formulation qui lui convient pour aborder le sujet et il est important de respecter ensuite le choix de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice d'approfondir ou non sa réponse à la question. Une fois la question posée, que faire si une personne nous parle de faits de violence vécus ? Tout d'abord, la croire, bien sûr. Ce n'est des fois pas évident, car les violences peuvent paraître inimaginables, ou la personne peut raconter les faits de manière très distanciée, en lien avec la dissociation, ou les souvenirs peuvent être très flous, altérés par la mémoire traumatique. Il est important d'être attentif à la parole de personnes ayant des troubles psychiques ou cognitifs notamment, qui sont souvent décrédibilisées, alors que les personnes en situation de handicap sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Ensuite, soutenir et déculpabiliser la personne. Les violences sexuelles étant très souvent associées à la honte. On peut utiliser des phrases comme « ce n'est pas de votre faute »,« il ou elle n'avait pas le droit de vous faire ça », la jupe ou l'alcool ou la relation amoureuse, etc. ne lui donnait pas le droit de commettre ces violences. Si on est formé et à l'aise avec ces notions, expliquer le psychotrauma, la sidération, les mécanismes de la mémoire traumatique, etc. peut permettre à la personne de mieux comprendre ce qui s'est passé et de la déculpabiliser quant à l'impossibilité d'agir pour se défendre ou la rassurer sur la difficulté à se souvenir de l'événement de manière cohérente. Il est important de ne pas rester neutre face à ce qui nous est dit. Il faut pouvoir nommer la gravité des faits, éventuellement en se référant à la loi. Ce dont vous parlez s'appelle un viol, c'est un crime. Sans sous-estimer ni fataliser. Évidemment, on évite les phrases telles que ça va, il y a pire, vous allez vous en remettre », ni c'est horrible, comment pouvez-vous vivre avec ça ? Il faut être attentif à ne pas réévaluer les faits en fonction de nos propres normes et représentations. C'est seulement une main sur les fesses. Ou des autres situations qu'on a pu rencontrer. Il faut systématiquement évaluer l'urgence et le besoin. Y a-t-il une situation de danger ? La personne est-elle toujours en contact avec son agresseur ? Y a-t-il besoin d'écoute, de soins, d'informations juridiques ? La personne en a-t-elle déjà parlé ? Y a-t-il un soutien adapté dans son entourage ? Dans l'évaluation de l'urgence, il est important de rappeler qu'avoir connaissance de faits de violences sexuelles intervenus très récemment enclenche des procédures d'urgence spécifiques. D'un point de vue juridique, dans les heures suivant les violences, des prélèvements et constats médico-légaux peuvent être réalisés. D'un point de vue médical, le traitement post-exposition peut être proposé pour éviter une infection au VIH, au plus vite au mieux et jusqu'à 48 heures après le moment d'exposition. De même pour la pilule d'urgence, pour éviter une grossesse non désirée, qui peut être prise le plus rapidement possible, mais jusqu'à 72 heures après le risque. Attention, porter plainte est un droit et non un devoir. Il faut respecter la volonté et le rythme de la personne. En dehors de la question des potentiels prélèvements médico-légaux, les délais de prescription concernant les violences sexuelles sont de plusieurs années après les faits pour les agressions sexuelles, plusieurs dizaines d'années pour les viols. Il n'y a donc pas nécessairement lieu de se précipiter si la personne n'est pas prête. Sa temporalité est à respecter. Par ailleurs, il est important d'être au courant que la grande majorité des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, notamment du fait de la culture du viol. Ce ne doit pas être un argument à opposer à la victime qui souhaiterait porter plainte, mais cela permet de la préparer aux suites possibles.
Lors de l'échange, on peut valoriser le courage de la personne et la remercier de la confiance accordée. Il est important de ne pas enfermer la personne dans une image ou un statut de victime. Au contraire, on peut nommer que les conséquences des violences peuvent s'atténuer, disparaître, qu'on peut aller mieux, notamment grâce à un accompagnement adapté, et que les difficultés rencontrées sont les conséquences normales de violences vécues. Si vous rencontrez les personnes dans un contexte de soins notamment, dépathologiser et identifier les symptômes et conséquences du trauma est précieux. En fonction du cadre de l'entretien, de nos possibilités d'action, de nos compétences et rôles professionnels, il est important de pouvoir identifier avec la personne ses besoins et y proposer une réponse. Si on peut y répondre directement, il est possible de le préciser. On peut en parler, je peux tout entendre. Sinon, on va proposer une orientation, soit au sein de la structure, soit vers des partenaires extérieurs. Quoi qu'il en soit, il est important encore une fois de respecter les souhaits et besoins énoncés par la personne, de ne pas forcer les démarches, mais faire ensemble, accompagner pour mettre en confiance si besoin. Pour tout cela, il est important d'être conscient de son cadre d'intervention et de ses limites également, qui peuvent dépendre de son propre vécu de violence, de la sécurité des cadres professionnels dans lesquels on intervient ou de sa stabilité émotionnelle du moment. Pour les professionnels de santé notamment, il existe comme outil ressource le court-métrage Elisa sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Pour terminer, quelques mots sur les orientations possibles à proposer aux personnes révélant des vécus de violences sexuelles que vous pourrez rencontrer. Il y a l'échappée, bien sûr, dont le service d'écoute est joignable au 06 30 89 27 33 ou via l'adresse mail accueil@l'échappée-lille.fr. Ce service est accessible à toute personne, homme, femme, personne non binaire, de plus de 15 ans, ayant été victime de viol ou d'agression sexuelle. Attention, notre équipe étant nettement sous-dimensionnée par rapport au nombre de sollicitations qui nous sont faites, nous ne pouvons pas garantir une réactivité et des propositions de suivi instantanées. Nous répondons cependant toujours à tous les messages qui nous sont adressés. L'échappée étant implantée localement sur la métropole lilloise, pour toutes les personnes qui en sont trop éloignées géographiquement, il est possible d'orienter vers la ligne nationale d'écoute du collectif féministe contre le viol, le 0800 05 95 95, qui propose écoute et orientation. Dans la région, il existe aussi le Centre régional du psychotrauma, situé au sein de l'unité Fontan du CHU de Lille. L'équipe est très compétente pour prendre en charge les victimes de traumatismes, dont ceux liés aux violences sexuelles. Cependant, leur cadre de travail réserve plutôt l'accès aux personnes victimes de traumatismes dits simples, survenus dans les 6 derniers mois. Ainsi, des personnes ayant vécu des violences sexuelles répétées ou étalées sur une longue période seront plutôt orientées vers les CMP pour une prise en charge différente, et là qui dépendra assez fortement du ou de la professionnelle rencontrée, certains étant très bien formés, d'autres un peu moins. Les unités médico-judiciaires de votre secteur sont à connaître pour tout ce qui est prélèvement, constats légaux, etc. Sur la métropole lilloise, le service a une psychologue dédiée très compétente et est en lien avec les professionnels du Centre régional du psychotrauma. Sur chaque territoire, on trouve aussi des antennes de structures associatives qui peuvent proposer des accompagnements juridiques et ou psychologiques gratuits, notamment via le réseau des CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, et les bureaux d'aide aux victimes du réseau France Victimes. Globalement, il n'existe pas beaucoup de structures qui sont spécialisées sur la question de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, mais un réseau d'acteurs qui peuvent intervenir à différents niveaux en fonction de leur formation et leur positionnement sur la question. On peut avoir recours ainsi aux médecins généralistes, aux maisons de santé, à des psychologues libéraux, à des psychiatres, des avocats. On peut aussi se diriger vers des associations d'entraide féministes, LGBTQI+, de personnes exilées. À vous ensuite d'identifier sur votre secteur les personnes ressources qui pourront être compétentes sur la question.